Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Saint de la chaîne YouTube Thomas Le Saint. Et en l'occurrence aujourd'hui j'ai un invité vraiment de marque, un pro de l'internet et même il va nous donner des conseils sur le business. Et donc aujourd'hui ça va pas être très sport mais ça va être, quoique ça peut être aussi un peu sport aujourd'hui, on va voir avec mon invité du jour. C'est Juste Le Bantou. Comment tu vas Juste? Je vais bien, je vais très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Ah ben moi je vais vraiment super bien en forme du moment que la santé est là, c'est le plus important. Et juste j'ai l'honneur de te recevoir sur mon podcast parce que en fait c'est toi qui m'as invité en premier la première fois sur ton podcast. Exact, je t'ai invité en premier. Aujourd'hui, je suis ici sur ta chaîne et je suis très ravi de participer à ton émission. Bah, merci beaucoup. Et donc tu m'avais invité la première fois sur ton podcast et je me suis dit bah tiens moi aussi vu que je fais la même chose podcast bah je vais te rendre l'appareil et je vais aussi t'interviewer. Donc c'est super que tu sois là, merci beaucoup à toi. Il n'y a Et pas de quoi, il faut de quoi. parfait, bah merci. Bah en fait, juste, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors moi, c'est Juste Carlos, originaire du Gabon. J'ai grandi, je suis né au Gabon et je me suis lancé sur les réseaux sociaux l'année dernière Ouais. dans le domaine de la finance personnelle. Donc j'aide les gens euh, à mieux gérer leur argent en quelque sorte. Donc si vous avez des problèmes financiers, vous ne savez pas comment économiser votre argent, comment faire un budget, comment répartir en fait le salaire que vous recevez chaque fin du mois, c'est dans ce sens-là que j'aide les gens sur les réseaux sociaux. Et voilà, je suis aussi active dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que si j'entreprends et récemment je vais lancer ma chaîne YouTube bientôt, pas récemment, bientôt je vais lancer ma chaîne YouTube et dans cette chaîne YouTube je vais inviter les entrepreneurs et c'est dans ce cadre-là que j'ai invité Thomas pour qu'il vienne parler un peu de son expérience sur ma chaîne, sur ma plateforme et voilà, c'est un peu ça mon parcours, on va dire ça comme ça. Super. Bah, là, tu l'as fait vraiment en résumé parce que je me souviens, on en avait parlé en aparté à ton podcast. Alors, je vais revenir plus en détail. Donc, tu dis que tu es né au Gabon et tu as Exactement. oublié une partie. Donc, maintenant, je vais revenir sur les parties que tu n'as pas voulu Mhm. mentionner. Donc, à un moment donné, je me souviens, tu m'avais dit que tu étais parti en Asie, plus particulièrement en Chine. Est-ce que j'ai trouvé la bonne destination? Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est correct, c'est correct. Après l'obtention de mon bac au Gabon, Ouais. à Port-Gentil, et Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis allé à Libreville. Libreville, c'est la capitale politique du Gabon. Ouais. Et là-bas, il y a une université principale qui s'appelle l'Université Omar Bongo. Donc, je me suis inscrit en faculté des sciences économiques là-bas. Et mais Ok. j'ai pas terminé l'année. Et je suis directement allé en Chine rejoindre mon frère qui était déjà là-bas. Et en Chine, j'ai fait une année de chinois. Je devais apprendre la langue chinoise. Et Ok. après, je me suis inscrit à l'université, là où j'ai appris la finance. C'était le Bachelor in Finance. Ouais. Euh, et j'ai passé 6 ans en Chine. J'ai fait d'abord le Bachelor, c'était 4 ans. Ensuite, je suis allé dans une autre ville parce que j'étais à Hefei. Et ensuite, je suis allé à Suzhou, qui est une autre ville qui est juste 30 minutes de Shanghai. Shanghai, voilà, qui est à 30 minutes de Shanghai. Je suis allé dans l'université de Liverpool, parce que l'université de Liverpool avait un campus là-bas. Donc, Mhm. je suis allé faire mon master et j'ai fait un master en management. Ok. Et lorsque j'ai fini mes études là-bas, je suis venu en Allemagne parce que j'avais déjà de la famille ici. Et je suis ici en Allemagne depuis 2017 en quelque sorte. Ok, juste, je vais rester sur la Chine. Ouais. Alors, tu dis, ouais, tu es arrivé en Chine comme ça. Est-ce que ça a été facile ou c'est ton frère qui t'a tout facilité? Est-ce que tu peux expliquer un peu pour les personnes, par exemple, qui veulent aller en Chine, Ouais. comment ça se passe? Parce que là, tu nous dis aussi que tu parlais pas du tout chinois. Est-ce que tu peux Mhm. réexpliquer un peu pour comment tu pars comme ça de zéro en Chine? Comment c'est possible en fait? En fait, la chance que j'avais, c'est que j'avais un frère là-bas, donc il a un Ouais. peu tout facilité. Et Euh, excuse-moi, mais ton frère, il fait quoi en fait en Chine? Comment il Mon fait? frère aussi, il était allé pour les études. Ouais. Maintenant, il est rentré au Gabon. Ok. Euh, donc, lui, il était déjà là-bas, donc il a tout facilité. Celui qui a arrangé tout. Ma chambre était déjà prête. En fait, tout était prêt. Donc, il fallait juste que je voyage. Donc, je suis allé et plus que nous sommes francophones, donc il fallait apprendre 2 langues en même temps, c'est-à-dire Ouais. le chinois et l'anglais. Ouais. Du coup, avant de voyager, d'aller en Chine, j'avais déjà un plan bien établi. Je me suis dit,
quand j'arrive là-bas, parce que mon frère m'avait déjà dit que je serais dans un campus où il y aura beaucoup d'étudiants étrangers. Et c'était effectivement le cas. Il y avait vraiment beaucoup d'étudiants étrangers. Du coup, je me suis donné comme objectif de m'entourer que des étudiants étrangers qui parlent soit anglais, soit chinois, mais pas de francophones. Ça, c'était l'objectif que je me suis fixé parce qu'il fallait que je développe vraiment mon anglais, que je développe aussi mon chinois. Et c'est comme ça qu'en moins de temps, je pouvais déjà bien parler anglais. Vraiment, mon anglais était vraiment excellent parce que je me baladais vraiment qu'avec les anglophones, soit avec les anglophones africains ou encore américains, européens, ou des chinois purs. Donc, du coup, j'ai développé les deux langues en même temps. Comment t'as fait pour apprendre le chinois? C'est facile à apprendre parce que l'écriture est même totalement différente. Ouais, c'est quand même facile à apprendre lorsqu'on est étudiant. Parce que j'ai fait une année. De zéro. Ouais, je suis parti de zéro, mais je suis allé avec la mentalité, je dois réussir et je suis encore jeune, je vais juste pour les études. Tu vois? Du coup, ma première année, c'était que le chinois, il fallait apprendre que le chinois. Et je me suis mis à fond. Je me suis entouré, comme je t'ai dit, des amis qui parlaient anglais et chinois, mais à l'école, en fait, l'école de langue, c'était l'école de chinois. Il n'y avait pas d'école d'anglais, par exemple, puisqu'il fallait que j'aille étudier en chinois plutôt à l'université. J'ai étudié en chinois à l'université, tu vois. Donc, c'était un peu ça mon état d'esprit. Et puis, ça s'est très bien passé parce que moi, j'allais en classe tous les jours, je fréquentais beaucoup des Chinois, donc j'allais dans la rue. J'étais très, très, très actif. Donc, je n'étais pas replié sur moi-même, etc. Non, j'étais vraiment actif et je voulais vraiment apprendre la langue parce que, voilà, dans ma tête, c'était je dois réussir, je ne suis pas venu là pour m'amuser, tu vois. Et ça a très bien fonctionné pour moi. Dis-moi alors, au niveau de l'école, donc tu dis que tu étais dans une école chinoise, c'était quoi en fait cette école-là? C'était juste pour acquérir le diplôme d'aptitude de chinois ou c'était la continuité du bac, ou c'était un master? C'était quoi en fait cette école en fait? En fait, lorsque tu vas en Chine en général, lorsque tu vas en Chine, tu dois passer surtout quand tu vas apprendre en chinois, tu vas passer par une école qu'on appelle School of International Education. Et là-bas, c'est comme ça qu'on appelle ça en chinois. En tout cas, ceux qui parlent chinois, ceux qui ont été en Chine vont comprendre ce que j'ai dit. Et du coup, il y a que les étrangers qui sont là-bas. Il n'y a pas de Chinois. Et il y a il y a des professeurs spécialisés dans l'enseignement langue étrangère. En tout cas, ils apprennent le chinois aux étrangers. Ils sont spécialisés dans ça. C'est ça leur boulot. Et on faisait vraiment des cours intensifs. C'était tous les jours. Il y a des trucs culturels qu'on faisait à côté parce qu'il fallait apprendre il y a ce qu'on appelle en chinois tu vois, l'écriture chinoise, là, pas la calligraphie. C'était la calligraphie chinoise plutôt. Donc, on apprenait aussi à faire ça, à dessiner, etc. C'était très, très enrichissant et très intéressant. Cette année d'apprentissage de la langue chinoise, et on apprenait aussi ce qu'on appelle le Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, c'est du style, je ne sais pas comment on l'appelle. Leur gymnastique. Exactement. Ça aussi, on apprenait aussi. En fait, on était vraiment immergé dans la culture chinoise pendant une année. Tu vois? Et c'était vraiment très, très intéressant. Et moi, j'aimais ça. Donc, je participais aux compétitions de chinois. Il fallait parler chinois. Il fallait aller dans des événements là où les étrangers présentaient leur talent, en quelque sorte. Et moi, j'étais très actif par rapport à ça. Et j'ai même obtenu des bourses pour ça parce que j'étais vraiment actif sur le plan éducatif. Aussi sportif parce que je faisais aussi un peu du sport là-bas. Je sais pas si tu as vu ça dans d'autres pays, mais installer une école spécialement pour les étrangers, pour qu'ils apprennent intensément la langue et la culture, je trouve ça extraordinaire quand même. C'est super comme programme. Ouais, mais je pense que toutes les universités chinoises ont ce département-là. Ouais. Mais dans les autres pays, est-ce qu'ils ont ça? Là, je sais pas trop. Dans les autres pays, je sais pas. Ouais, j'ai pas le souvenir d'être allé en Australie, d'avoir entendu ça. Mais même à l'étranger, il y en a ça. C'est-à-dire la Chine a installé ce qu'on appelle les Confucius Institute. En tout cas, si tu veux aller en Chine,
ceux qui sont déjà allés en Chine savent que il y a beaucoup de ces instituts ici en Europe, partout où la Chine est. Et les gens passent en réalité par ces instituts pour pouvoir se rendre en Chine. C'est super. C'est Et Confucius? Confucius, je sais pas comment on dit ça en français. quelque chose, ouais. On appelle ça Confucius en chinois. Ça doit être Confucius. Confucius. En tout cas, tu vois le truc. Ouais. Je sais Ah, plus comment on appelle ça en français. c'est top en tout cas. Et donc, à l'issue de donc cette année de Confucius, donc en fait, ça donne quoi en fait? Après, tu es apte pour travailler en Chine, pour te balader en Chine. Tu as un visa. C'est quoi la récompense en fait après ça? Après l'année de langue, je devais passer un certificat qu'on appelle HSK. En français, c'est HSK. Voilà. En tout cas, en chinois, ça veut dire Hanyu Shui Ping Kao She. C'est un examen de chinois. C'est un peu comme le IELTS en anglais ou bien le TOEFL en Le anglais. TOEFL, ouais. Ok. Donc, il fallait que je passe cet examen. Il fallait que j'aie le niveau 4, je pense, ou 5. Et il Un bon fallait que niveau. j'obtienne ce niveau pour pouvoir aller à l'université. Ouais. Et du coup, j'ai obtenu ce diplôme-là. J'ai eu Bravo. l'autorisation de m'inscrire à l'université. Et je me suis inscrit en faculté d'économie où j'ai étudié la finance pendant 4 ans. Ok, super. Et quand étudies donc la finance, là, à ce moment-là, tu es toujours avec on va dire les non-chinois, ou ça y est, tu es intégré avec les Chinois et tu es dans leur université, tu es avec eux et t'es que dans la Chine, là, tu es vraiment que dans les cours chinois. Comment ça se Non, passe? à l'école, je suis qu'avec les Chinois. Il y a aussi des étrangers, bien évidemment, qui sont dans Ouais, la classe. Mais la vie, c'est-à-dire l'endroit où je vis, ce sont des étrangers. Donc, je ok. vivais avec les étrangers, mais j'allais à l'école avec les Chinois. Parce qu'en réalité, les Chinois, ils ont leur propre souche. On dit ça comme en français. Ils ont leur propre l'endroit où on dort là. Leur, Maison, non? le logement des étudiants là. J'ai oublié le nom en français. Les C'est bizarre. campus, tout ça, non? Ouais, le campus, voilà, ça doit être le campus. C'est bizarre que depuis que je parle maintenant de la Chine, je réfléchis en chinois avec toi, je sais Ouais. pas pourquoi. C'était Donc tellement ancré dans le voilà, monde. je perds mes facultés de français maintenant là. Voilà, du coup, je vivais vraiment avec les étrangers, mais à l'université, c'était avec des Chinois. Bon, en tout cas, c'était mélangé, mais il y avait beaucoup plus des Chinois que des étrangers. Ok. Et Donc, donc, c'est mhm. comment alors ton ressenti sur la Chine? Alors juste avant ça, je voulais Mhm. savoir donc comment tu vis là-bas au niveau tu parlais de finances, mais est-ce que tu travailles là-bas en Chine? Comment tu finances cette vie là-bas en Chine? On va dire les premières années, j'étais soutenu par ma famille, mon Ok, papa et ma maman. Ce sont eux qui payaient mes études. Mais après quelques années, j'ai pu obtenir une bourse d'études parce que j'étais très, très actif et la moyenne suivait aussi. Mes notes suivaient. Donc, j'ai eu une bourse du gouvernement chinois pendant 3 ans, comme ça. Donc, c'était comme ça que j'ai pu financer mes études. Mais aussi à côté, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est en Chine, un étranger n'a pas le droit de travailler. C'est ah pas comme bon? en France, par exemple. Alors, tu es étranger, tu n'as pas le droit de travailler. Tu es venu pour les études. Selon eux, tu dois te focaliser que sur tes études. Tu ne dois pas faire autre chose. T'en Mais penses quand quoi, même, toi? les étrangers ont réussi quand même à trouver des petits trucs à faire à côté parce que faire que des études, c'est pas souvent évident pour T'en penses certaines quoi personnes. d'ailleurs? T'en penses quoi de ce système? Tu penses que c'est mieux de se focaliser que sur les études ou d'avoir un petit job à côté? Euh, ça dépend. Euh, Se focaliser que sur les études, c'est très efficace aussi. Ouais. Parce que tu sais que tu es là rien que pour étudier, mais il faut quand même cette petite touche sociale là. Donc souvent aussi avoir un petit boulot à côté, ça peut faire aussi du bien. Ça, tu sors de l'environnement estudiantine pour essayer un peu de voir ce qui se passe dehors, avoir des petits boulots. Je pense quand même que sur le plan social, c'est déjà pas mal. Ok. Ouais. Et donc, donc revenons sur ça. Donc, tu reçois la bourse et donc tu as la faculté donc, de finance. Comment ça se passe? Comment tu m'as dit tu as le diplôme, mais qu'est-ce qui va arriver par la suite? Comment c'est cette partie-là, là, ces derniers instants, ces derniers Bon, mois? maintenant, je suis à l'université. Je suis Voilà. j'étudie en première année, en tout cas, on est ensemble avec d'autres filières, économie, management, etc. À partir de la deuxième année, c'est là où, non, à partir de la troisième année, je pense, c'est là où on se sépare, on se spécialise. Là, je me suis spécialisé en finance. Et pendant aussi mes études, j'ai pu trouver aussi des stages
dans une entreprise. Bon, c'était un hôtel. C'était un peu comme le Hilton, mais ça s'appelait Howard Johnson. Tu vois, donc j'ai travaillé Un là-bas. grand hôtel, quoi. Ouais. Voilà, c'était 5 étoiles. Ouh. Donc j'ai travaillé là-bas, j'ai été management trainee. Management trainee, c'est-à-dire ils m'ont mis dans tous les départements. C'était du style, il y avait un système de rotation. Ce mois-là, j'étais en conciergerie. Le mois prochain au restaurant. Le mois qui arrive après, c'était à la réception. Après, en fait, j'ai tourné dans le restaurant pour comprendre en fait l'opération, comment ça fonctionne, comment le restaurant fonctionne. Et j'ai passé, je pense, 9 mois là-bas. Et après ça, j'ai obtenu mon diplôme de finance. En fait, j'ai jamais travaillé dans le domaine financier malgré le fait que j'ai un diplôme en finance. Oh, tu veux dire parce que tu as tellement bougé dans tous les départements que le département financier, tu n'y as pas touché, en fait. J'ai pas touché le département financier lorsque j'ai fait mon stage. Et jusqu'à présent, j'ai jamais travaillé dans une institution financière. Et qu'est-ce que tu en penses? Tu regrettes ou tu te dis... Non, non. Dès le départ, j'avais envie de travailler dans une institution financière. Au fil du temps, mes envies, mes désirs ont évolué? Ouais, ont évolué. Et puis, voilà, je me suis dit, mais non, travailler avec l'argent des autres, c'est pas forcément intéressant. J'avais pas envie de travailler dans des banques ou encore dans des institutions financières. Ça ne m'intéressait plus, quoi. Ok. Voilà. Ils sont comment alors les Chinois au travail quand tu fais ton stage dans le sorte de Hilton chinois? Comment ça se passe les relations avec eux? Comment tu les sens? Mais l'hôtel, c'était pas un hôtel chinois, je pense que c'est un hôtel américain. Ah ok, c'est un hôtel Installé américain. en Chine. Ok. Voilà. Donc en fait, c'est des employés aussi internationaux. Alors c'est peut-être pas que des Chinois, c'est ça à l'intérieur? Il y avait beaucoup plus de Chinois. On n'était que 2. Il y avait un Australien et moi à cette époque-là. Et l'Australien, lui, il venait tout droit d'Australie pour faire son stage dans cet hôtel. Donc je l'avais trouvé là-bas. Mais ils sont très, 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 très bien avec, très gentils, très généreux, surtout avec les étrangers. Ils font quand même une petite différence parce que ils font attention à leur image. On appelle ça en chinois le mianzi. Donc ils veulent montrer en fait aux étrangers qu'ils ont une bonne image, qu'ils sont des belles personnes. Donc ils ne veulent pas ternir leur image. Du coup, ils se comportent vraiment de façon, on va dire, très, très appropriée envers les étrangers. En tout cas, ça, c'est ça mon expérience. Les Chinois, ils n'avaient pas un comportement déplacé, en tout cas. Alors, je vais te poser un peu la question de bateau. Est-ce que tu as ressenti du racisme là-bas? Non, j'ai pas ressenti du racisme. Parce que, on va dire, ils sont beaucoup plus curieux. Et dans la ville où j'étais, c'était une ville de 6 millions d'habitants en plus. Mais il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Si on compare la ville à une ville comme Beijing ou Shanghai, tu vois, ce sont des métropoles, mégalopoles. Refait, sur le plan chinois, c'est pas une grande ville. Du coup, ils sont curieux, ils veulent savoir c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'il est venu faire en Chine. Ils sont vraiment curieux, ils veulent savoir qui tu es. Maintenant, si toi, t'es pas une personne ouverte, tu es un peu trop renfermé, tu vas te dire que c'est du racisme. Mais en réalité, ce n'est pas du racisme. Ils veulent juste te connaître. Donc, il faut être ouvert, quoi. Ouais. Donc, alors, on est là à la fin de l'université, tu as ton diplôme, tu as fait ton stage. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que tu dis tu pars en Allemagne, mais juste avant ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Avant ça, je vais dans une autre ville pour faire mon master à Suzhou, à l'université de Liverpool, enfin le campus de l'université de Liverpool en Chine. Et là-bas, j'ai étudié le management. Super. Et j'ai fait en 18 mois, hein, je pense, 18 mois, ouais, 18 mois de management. Excuse-moi de te couper, mais juste, donc en fait, là, de la Chine, tu as fait combien de temps d'études en fait en termes d'années? Parce que tu en as fait beaucoup quand même. Je pense 6 ans. Ah ouais, tu as fait 6 ans d'études. Ah ouais, beau. 6 ans. 6 ans d'études. Donc, post-bac, après le bac, tu as un bac plus 6 déjà en Chine, déjà. Ouais, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, j'ai un master. On appelle ça j'ai un master. Ouais. Mais là, si tu avais été en France, on aurait dit que tu avais limite un bac plus 6. Tu as fait 6 années après le bac, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. 6 années après le bac. Parce que 4 années de bachelor et 2 années de master, ouais. 6 années. Ouh. Plus encore l'année de langue. Bon, on ne compte pas ça, bien évidemment. Ah ouais, quand même, tu as un sacré bagage. Donc, alors, vas-y, donc tu fais
tu pars donc dans la ville pour Liverpool, c'est ça, comme tu me dis? Je vais à Suzhou, en fait, À Suzhou, ouais. le campus de l'université de Liverpool en Chine. Et c'est là-bas où je fais mon master pendant Et, 2 ans. et après ça, donc, comment se passe l'année et après, qu'est-ce qui se passe ensuite? Là-bas, c'était complètement différent. Ah bon? Ouais, c'est parce que c'est l'université de Liverpool. Là-bas, il y avait presque que des étrangers, en fait. Quand tu Beaucoup dis Liverpool, d'étrangers. c'est-à-dire que Liverpool de l'Angleterre, quoi, c'est ça, c'est genre Exactement, ouais. Donc, tous les professeurs aussi. Les professeurs, c'était des professeurs soit anglais. américains, anglais. S'ils sont chinois, ils sont chinois d'origine, c'est-à-dire c'est peut-être des Américains, mais avec avec les origines chinoises. Donc, c'était complètement différent. C'était vraiment pas pareil. Mais le système éducatif aussi n'était pas pareil. Donc, du coup, mais c'était très intéressant parce que moi, je suis allé avec l'idée d'avoir mon master et puis de partir. Donc, je me suis concentré, j'ai passé toutes mes journées à la bibliothèque de l'université. Euh, voilà, c'était quasiment mon quotidien, école, maison, école, maison, école, maison. C'était quoi ton objectif, en fait? C'était quoi mon objectif? Ouais, de toutes Mon ces objectif, c'était études. d'avoir. Ouais. Vas-y. De toutes ces études, de tous ces, on va dire, de tous ces efforts que tu fais en Chine. C'est quoi, en fait, Mhm. la finalité derrière tout ça? En fait, j'avais envie d'aller au Canada. Lorsque j'étais en bachelor, j'avais envie d'aller au Canada après mes études. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un diplôme soit américain, soit européen. Tu vois, après avoir eu le diplôme chinois. Parce que ça pourrait être intéressant pour les entreprises dans le futur. Du coup, quand j'étais en Chine, donc je cherchais, parce que j'avais pas envie d'aller étudier au Canada, ou étudier en Angleterre, ou étudier en France. J'avais pas envie d'aller dans un autre pays pour étudier à nouveau, tu vois. Bah oui, t'as Donc, tes du coup, choses. je me suis dit, OK, je vais chercher une université de ce genre en Chine. Et donc, il y avait 2 universités qui s'étaient ouvertes à moi. Il y avait l'université de Nottingham et l'université de Liverpool. Il y avait aussi l'université de New York. Mais l'université de New York, c'était à Shanghai, c'était excessivement cher. Donc, du coup, j'ai dit, je vais pas aller là-bas. Et après, je suis allé à l'université de Liverpool. Bon, parce que j'avais envie d'avoir, voilà, soit un diplôme européen ou américain pour pouvoir avoir facilement accès au marché du travail. Ça, c'était mon idée, en fait. Quand tu arrives en Chine, tu dis c'est après le bac, donc quoi, t'as 17, 18 ans à peu près à ce moment-là? Oh, non, parce que j'ai eu le bac un peu, j'avais quel âge? Je dois avoir 19 ans, hein, 20 ans. 19, Ouais, parce que j'ai eu le bac un peu en retard. donc 19, et on va dire que donc tu fais 6, 7, donc là, l'épisode que tu es en train de parler, ou tu es en train de réfléchir pour aller ailleurs, tu as aux alentours de 26, 27 là, à ce moment-là. Euh, bon, enfin, si je dis exactement la période, on va savoir quel âge j'ai. Et moi, j'ai pas vraiment envie de dire aux gens quel âge j'ai Ah, ok. actuellement, tu vois. Mais on va dire, j'étais encore jeune en tout cas. J'étais encore jeune. Ouais, ok. Donc J'étais encore très jeune. t'es en vingtaine, mi-vingtaine, on va dire. Mi-vingtaine, fin de vingtaine, à peu près. Bon, fin de 25. vingtaine, non. Mais vingtaine en tout cas. Ok. Et moi, je me pose la question, donc tu fais tous ces efforts en Chine, et finalement, au lieu de vouloir t'intégrer en Chine, parce que tu commences déjà même à travailler, tu commences à connaître un peu les ficelles, j'ai envie de te dire, tu commences, je pense, à te faire des contacts, tu commences à voir qu'il y a du business à faire, et bah tu dis non, j'ai envie de partir dans un autre pays. Je comprends pas, en fait. Pourquoi t'as pas voulu rester en Chine, en fait, continuer ta vie là-bas, après tous les efforts que tu as fait, en fait? Ouais, c'était ça l'idée aussi. En fait, j'avais 2 options, soit aller au Canada, soit rester en Chine, parce que j'avais déjà des offres d'emploi. Bah oui. Mais, comme je te disais, j'avais déjà de la famille ici. Après, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas venir en Allemagne? Donc, je me suis rendu directement en Allemagne et j'ai commencé à postuler pour des entreprises, hein. Ça n'a pas mis du temps, hein. Après quelques temps. Bon, bien évidemment, il faut savoir c'est que j'ai appris l'allemand. J'ai encore fait, on va dire, 5 mois d'apprentissage de la langue allemande. Parce que moi, quand je vais dans un pays, en fait, Tu peux apprendre, ouais, la langue. j'ai pas envie d'être un outsider. J'ai envie de Ouais. savoir ce qui se passe dans le pays, la politique. En fait, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Tu vois. Donc, du coup, j'ai appris l'allemand pendant quelques mois.
Et après, en même temps, j'ai continué à chercher. J'ai déposé mes dossiers dans des entreprises et tout ça. Je faisais déjà des entretiens. D'autres Et termes. voilà, après, ça a marché. J'ai trouvé un très, très, très bon boulot, quoi. Ok. Donc en fait, ouais, c'est surtout parce que tu avais la famille, c'est ça qui était là, et tu t'es dit, Ouais, ouais, l'Allemagne, parce que là, en Chine, tu n'avais que ton frère, en fait. Et là, tu avais avec toute mon ta frère. famille, tu avais beaucoup plus de ta famille qui était en Allemagne, donc c'est plus pour la famille que tu es retourné. Ça te manquait un peu, quoi. Exactement. Ouais. Ton frère, il est resté en Chine ou il est aussi revenu en Allemagne avec Non, toi? mon frère, il est au Gabon. Ah, il est reparti. Ah oui, c'est vrai, il est reparti au Gabon. Ok. Il est reparti au Gabon, ouais. Il n'a pas voulu rester en Chine aussi, faire le business là-bas? Non, il est resté quand même pendant longtemps en Chine, mon frère, hein. Mais après, il a eu la nostalgie du pays et tout. Il est parti une première fois, après il est retourné en Chine, après il est reparti au Gabon définitivement. Ouais. Donc, voilà. En ce moment, il est au Gabon. Et ça lui a servi toute cette expérience en Chine. Il utilise tout l'apprentissage chinois ou il a recommencé une nouvelle vie, hein? Non, il a une vie tout à fait normale, hein. Et il travaille, parce que lui, il a fait des études vraiment avancées, Ouais. jusqu'au doctorat, post-doc, tu vois. Après le doctorat, là, tu vois, il allait jusque là-bas. Donc, il travaille, il est professeur à l'université, Ouais, ouais, donc il au reste dans le Gabon. domaine ouais, de la fac, quoi. Ouais. Donc, c'est pas, voilà, il a un boulot, on va dire, noble, Ok. au Ah, Gabon. c'est beaucoup ça, j'ai remarqué, ceux qui font beaucoup d'études, au final, ils se disent, bah, pourquoi pas devenir professeur au final? Parce que Ouais. vous avez tellement passé du temps sur les bancs de l'école à étudier, bah, au bout d'un moment, bah, vous avez aussi envie de transmettre aussi à votre tour. Donc, ouais, Et j'ai remarqué c'est ça. exactement ce qu'il est en train de faire actuellement. Ouais. Il pourrait même être prof de chinois au Gabon, en fait. Bon, plus qu'il n'ait pas étudié le chinois, Ah, euh, ok, il a pas étudié. donc c'est pas vraiment ça. En fait, c'est pas facile de transmettre les connaissances, hein, d'une langue surtout. Lorsqu'on apprend une langue, si tu as appris par exemple l'anglais, c'est pas facile de transmettre si tu n'as pas cette faculté-là de pouvoir transmettre ton savoir. Donc, être enseignant n'est pas forcément facile. Ouais. Faut avoir la pédagogie, c'est pas. Ouais, Ça se travaille, ouais. ça se travaille, ça se travaille. Ça se travaille. Et donc là, donc on est en Allemagne. Dis-moi, donc comment ça se passe l'Allemagne par rapport à la Chine au niveau de l'ambiance? Parce que je sais qu'en aparté, tu m'avais dit une phrase qui m'avait marqué. Donc Mm. je vais voir si tu vas redire la même Je chose. vais Voilà, répéter, ok. comment ça se passe l'Allemagne? Bon, en Allemagne, ça va, mais bon, je sais pas, puisque moi, je suis venu en Allemagne en étant professionnel, c'est-à-dire, je suis venu directement dans le marché du travail. Ouais, Lorsque j'étais en Chine, j'étais étudiant. Donc, je ouais, ne peux pas vraiment comparer ma vie estudiantine en Chine et ma vie étudiante, puisque je n'ai pas étudié en Allemagne. ouais. Donc, comparer, ce sera un peu difficile de comparer, puisque c'est pas le profil n'est pas le même. Je n'ai pas le même profil dans les deux pays. Mais selon mon expérience, en Chine, les Chinois sont beaucoup plus curieux. Mhm, Ils veulent savoir qui tu es. mhm, Ils ne sont pas hostiles euh, à toi. Donc, ils veulent te connaître. mhm, Les Allemands, ils ne sont pas beaucoup ouverts. Ça, c'est mon expérience. mhm. Ils ne sont pas beaucoup ouverts. Ils sont beaucoup fermés. Euh, un Chinois, tu peux facilement faire connaissance avec un Chinois. Tu vois, c'est facile de faire connaissance avec un Chinois. Mais il peut être aussi hypocrite. C'est-à-dire avoir un vrai ami chinois, c'est difficile. Mais Ok. par contre, en Allemagne, c'est difficile d'avoir un ami allemand. Mais lorsque tu as un ami allemand, tu as un vrai ami allemand. C'est-à-dire il est sincère dans son amitié. Tu vois. Ok. Donc, ils ne sont pas forcément ouverts à n'importe. Mais lorsqu'il s'ouvre à toi, il est sincère dans son amitié. Mais par contre, en Chine, c'est différent. Tu vois? Donc, Ouais, ouais. ça, c'est mon expérience, hein. Ça, selon mon expérience, c'est comme ça que je pourrais comparer les deux pays ou les deux cultures. Donc les Allemands sont un peu plus méfiants, Ouais, mais plus authentiques quand ils deviennent vraiment des amis. C'est vraiment des véritables amis. Alors que les exactement. Chinois, comme tu as dit, ils ont l'envie de donner une belle image, donc ils vont être très gentils avec toi, peut-être très ouverts, mais en fait, au Ouais, final, plutôt faux, pas forcément vraiment authentique. Ah, exactement. peut-être hypocrite alors, c'est pas terrible. Tu as très bien résumé ça. Ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu préfères quoi alors entre les deux? Non, mais je pense que lorsque j'étais étudiant, le style chinois me convenait bien. Ouais, Parce ok. que j'avais envie d'apprendre aussi la langue chinoise et tout ça. Donc, c'était facile pour moi d'avoir accès au chinois.
Donc, tu vas parler à un Chinois tranquille, il te répond, tac, 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 vous échangez les... C'est très, très simple et facile, tu vois. Ok. Donc, en tant qu'étudiant, pour moi, c'était tranquille, quoi. Maintenant, au niveau de l'Allemagne, c'est vrai, moi, j'ai un ami allemand. Et c'est une très bonne amie à moi. Mais cet ami-là, je l'ai rencontré en Chine. Non. C'est un peu bizarre, mais ouais, c'est vrai. Ça, c'était mon tout premier ami quand j'arrive en Chine, c'était lui. Et on a gardé le contact jusqu'à présent. Il est ici à Berlin. J'étais chez lui, ça fait pas longtemps. Il a fêté son anniversaire. On est très proches. C'est un vrai ami, tu vois. Il est sincère dans son amitié. Tu vois. Donc, ouais, pour moi, les deux cultures sont intéressantes, mais ça dépend des personnalités. Et ça dépend aussi de ce que tu recherches. Donc, alors, parle un peu. Donc, toi, tu n'es pas à Berlin, tu es plus à Francfort. Exactement, je suis à Euh, Francfort. donc, c'est comment là-bas, la ville, le marché du travail, comment ça se passe là-bas? C'est comment? Le marché du travail, je pense, c'est florissant. Ah ouais? Ouais, en tout cas, si tu veux travailler, tu as du boulot, quoi. Ok. Si tu veux travailler, tu as du boulot. Il y a du boulot partout. En tout cas, d'après ce que je vois, hein, il y Ouais. a des personnes que je fréquente, il y a du boulot partout. C'est facile de trouver un boulot. Tu En tout poses cas, un si tu... CV et ça peut être bon. Pardon? Tu poses un CV Ouais, et, c'est euh, et tu peux être embauché facilement là-bas. facilement. Bon, maintenant, est-ce que c'est le boulot que tu veux, c'est autre chose? Tu vois? C'est-à-dire, il y a du boulot, mais il Ouais. faut maintenant savoir si c'est ce genre de boulot que toi tu veux. Ah, ok, Souvent, ouais. c'est le boulot que tu veux qui est difficile à obtenir, tu vois. Ouais. Mais du boulot, il y en a. Il y Ok. en a, il y en a. Tu peux pas chômer, en tout cas, si tu veux travailler. Si tu es motivé et que tu as envie de bosser, d'avoir un peu d'argent, tu trouves facile. Ouais, tu peux pas chômer. Tu trouves facilement, quoi. C'est trop facile, quoi. C'est trop Oh, facile de trouver un boulot ici. ça va, c'est motivant quand même. C'est agréable à entendre parce que tu as d'autres pays. À Paris, c'est pas comme ça. Enfin, il y a du boulot, mais il y a aussi du chômage aussi. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, mais ici c'est trop. Tu peux pas chômer, quoi. Tu peux Ok. pas chômer. Tu peux pas. Si tu veux travailler, tu vas avoir du boulot, quoi. C'est-à-dire, il Donc y a des alors, gens qui viennent, il y a des affiches un peu partout, là, ils cherchent des travails. En fait, tu peux pas chômer ouais. si tu veux travailler. Les salaires sont bien, c'est convenable, ça te permet de vivre là-bas. Ouais, les salaires sont. En tout cas, je suis hyper satisfait. Et les salaires, c'est mieux. Si on compare avec la France, Ouais. c'est beaucoup mieux que la France. Hmm. Si on compare avec une ville comme Paris, Francfort et Paris, Francfort, c'est beaucoup mieux en tout cas. C'est beaucoup, parce que j'ai une amie française, elle dit ce qu'un cadre gagne en France, ça c'est selon elle, hein, bien Ouais. évidemment. Ce un cadre gagne en France, c'est ce qu'un salarié moyen gagne ici à Francfort. Oh. J'ai dit bien selon elle. Bon, Ouais. je n'ai pas vérifié ça. C'est ce qu'elle me dit. Et le style de vie là-bas, il est cher ou pas? Parce que c'est bien d'avoir un beau salaire, mais imagine tu dois payer ton loyer qui est très très cher et que la nourriture elle est chère et peut-être que ça peut Non, mais se. à Francfort, on va dire, c'est un peu comme Paris au niveau des loyers. C'est un Ok. peu comparé au niveau des loyers, mais avec un revenu beaucoup plus élevé. Un salaire beaucoup plus élevé. Tu peux mieux vivre. Ouais. Bah, c'est pas mal à entendre. Ça peut être très motivant. Hein. Et toi alors comment ça se passe tu travailles dans quoi? Donc tu as trouvé facilement alors du coup du travail alors. Ouais, le travail, c'était pas si difficile de trouver. Euh, Moi, je travaille dans une industrie qui n'a rien à voir avec mes études. Ok. Et à côté, comme je disais, l'année dernière, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux parce que j'avais envie d'enseigner en réalité ce que je sais. Mhm. Parce que je me suis lancé beaucoup dans la lecture des livres, développement personnel, la finance personnelle, etc. Il y avait tellement de connaissances, j'ai tellement de connaissances dans la tête que je me suis dit, il faut que je partage ça avec des gens, quoi. Il faut que je partage ça avec le plus grand nombre. Eh C'est ben, bon, ainsi. excuse-moi, bah, Vas-y. on arrive à la deuxième question que j'allais te poser. Bah, qu'est-ce que tu peux nous partager un peu des conseils, des choses comme ça que tu as vues un peu sur tes connaissances, sur la finance? Bon, en fait, en ce qui concerne la finance, je dirais, personnel, bien évidemment, Bien sûr. il y a 4 étapes. La première étape, c'est le mindset. Ouais. Tu ne dois pas être quelqu'un qui n'aime pas l'argent, qui est dans le déni total, tu vois, parce qu'il y a certaines personnes qui le sont. Non, moi, j'aime pas l'argent c'est pas bien, l'argent, c'est pour les mauvais, les riches sont des mauvais, etc.
Si tu as ce mindset-là, tu ne peux pas évoluer. Donc, la première chose, il faut déjà avoir le bon mindset. La deuxième chose, il faut avoir du revenu. C'est-à-dire, soit tu cherches un travail, et soit tu crées une entreprise qui va te permettre de générer des revenus. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, première étape, le mindset. Deuxième étape, soit tu cherches un boulot, mais tu crées une entreprise qui va te permettre de générer des revenus. La troisième étape, il faut savoir gérer son argent. Donc, une fois que tu auras créé des revenus ou encore reçu ton salaire, il faut savoir gérer ce salaire-là. Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Parce que le plus important, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui reste. Il faut savoir gérer son argent. Est-ce que tu sais épargner? Est-ce que tu sais faire un budget? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est un budget. Un budget, c'est tout simplement répartir ton salaire de manière équitable. Première étape, par exemple, de la répartition d'un budget, au minimum 10% de ton salaire doivent aller en épargne. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler et ne pas avoir de l'épargne. Si tu travailles et que tu n'as pas d'épargne, c'est que tu as un problème. Tu dois te remettre en question tout de suite. C'est très important. C'est parce que c'est de l'épargne qu'on crée de la richesse. Si tu n'as pas d'épargne, en réalité, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas devenir riche, tu ne peux pas améliorer ta situation financière. Tu vas stagner. Tu vas même regresser. Donc ça, c'est très important de le savoir. Savoir faire un budget, savoir épargner. Voilà pourquoi je parle de l'éducation financière. Ce que je fais, en fait, c'est l'éducation financière. J'éduque les gens financièrement, qui savent que les gens se rendent compte à quel point l'éducation financière est importante. Pourquoi il faut épargner, comment il faut épargner, comment il faut investir son argent, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans le budget? Parce qu'il y a des différentes catégories qu'il y a dans les budgets. Et je les mentionne souvent sur mes plateformes. Par exemple, la première catégorie épargne, deuxième catégorie loyer et facture, troisième catégorie alimentation, parce que tu dois avoir un budget pour l'alimentation. Et je dis souvent, si vous êtes africain ou encore d'origine africaine, vous devez avoir un budget dédié à l'aide à la famille, parce que ça, c'est important. Donc, imaginez-vous un peu que quelqu'un aujourd'hui, votre mère, votre soeur vous appelle, j'ai besoin d'argent. Vous n'allez pas l'épuiser dans votre épargne. Il faut avoir un budget dédié à ce genre de choses-là. Et la dernière étape, bien évidemment, c'est multiplier son argent. Mais on peut multiplier son argent de deux façons, soit par l'investissement, soit par la création d'une entreprise. Donc, c'est de ce genre de choses que je parle sur mes plateformes. Ça me fait penser à ce livre, Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre. Forcément. Ouais, ça c'est un livre que j'ai lu. C'est un livre que j'ai lu. C'est un livre très, très intéressant, inspirant. En tout cas, pour les personnes qui n'ont aucune connaissance de la finance personnelle, commencez par là. Bah ouais, c'est ça, comme tu as dit, commencer par là, je pense que c'est la base. Pour avoir le mindset, comme tu dis, pour reconnaître un peu les cadrans du cash flow, parce qu'il y a aussi d'autres livres qu'il a sortis. Moi, j'adore beaucoup le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, où il explique un peu les catégories de personnes. Celles qui gagnent pas trop d'argent, c'est les employés, les travailleurs indépendants. Et tu as les autres catégories, ceux qui sont propriétaires d'entreprise ou les investisseurs. C'est eux qui font travailler l'argent, c'est eux qui savent gérer les finances, comme tu l'expliques. Et ça me fait beaucoup penser à ce livre-là. Je pense que tu as dû le lire et tu as dû te documenter sur ce type d'auteur, je pense. Oui, bien évidemment. J'ai lu Père riche, Père pauvre comme tout le monde. Et c'est un livre que je conseille en tout cas à tout le monde. Ouais. T'as d'autres livres, un peu d'autres références Oui, j'ai lu aussi La chef de ma mère. Ça, c'est un livre qui est adapté au contexte africain, en tout cas à tous les Africains qui nous regardent. La chef de ma mère de Ricardo Kanyama est un livre très intéressant. Ça va vous aider aussi à développer aussi votre éducation financière. Ouais, je pense que ce livre-là, je l'avais entendu sur YouTube en livre audio. La chef de ma mère? Ouais, je crois que je l'avais entendu sur une chaîne YouTube. Il y a un YouTuber qui l'a passé, celui-là. Je l'ai écouté, mais je pense pas l'avoir écouté jusqu'au bout, mais je me souviens de ce bouquin, ouais. Et il est trouvable, je pense, en livre audio. Vous avez juste à taper sur YouTube, je pense que vous le trouvez, celui-là. Pour ceux qui ont du mal à lire, parce qu'on parle de livres, mais il faut aimer ça.
moi, j'aime beaucoup, en fait, j'ai commencé à lire quand j'étais jeune à l'école, mais je me rendais compte que à l'école, ils ne donnent pas vraiment des livres très intéressants. Et j'ai développé cette habitude de lire, mais que des livres vraiment orientés business, développement personnel. Et là, on aime lire, parce que c'est tellement des conseils qui s'appliquent à notre vie, comment dire, qui sont euh, actuels, qui sont contemporains, qui sont parlants, que là, ça donne envie de lire, en fait, je trouve. Hmm. La chef de ma mère. La chef de ma mère de Ricardo Kenyama, exactement. C'est un livre que je conseille aussi de lire. Très intéressant. Et voilà, donc alors, si on applique tes conseils, on devient riche, alors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas rester pauvre. Ouais. Pour toi, il faut combien de temps pour arriver à déjà, par exemple, une personne qui a du mal à gérer son budget. Elle reçoit son salaire, elle dilapide tout son salaire. Tu penses que déjà, c'est quoi comment c'est possible que des gens comme ça n'arrivent pas à épargner? Parce que c'est quoi leur défaut? Comment c'est possible ça? Il y a beaucoup de raisons. Ça peut être le mindset, ça peut être l'environnement dans lequel la personne a grandi. Ça peut être tout simplement le fait que cette personne n'a pas vraiment eu une éducation financière. Et je pense que le plus important ici, c'est l'environnement. Ouais. Les personnes qu'on fréquente et l'éducation qu'on a eue lorsqu'on a grandi. Parce que si tu as grandi dans une famille où les gens dépensaient de l'argent à tout va, là où il n'y avait pas de structure en ce qui concerne la gestion des finances, ce qui est sûr, c'est qu'on sera emmené à presque répliquer ce qu'on a vu nos parents faire. Parce qu'on n'a pas d'autres modèles que... Nos premiers modèles, ce sont nos parents. Donc, si les parents, en réalité, ne maîtrisaient pas, ne savaient pas comment gérer de l'argent, bien évidemment, on fera la même erreur qu'eux. Donc, j'en conclus que tu as eu des parents qui savaient bien gérer leurs finances. En fait, mes parents m'ont aidé sans le savoir. On va dire ça comme ça. Parce que, on va dire ma mère. Ma mère m'a aidé sans savoir qu'elle m'aide. Parce qu'elle avait souvent des petits business. Et moi, je faisais toujours partie de ces petits business qu'elle gérait là. Donc, je l'aidais à gérer ses business. Du coup, j'apprenais à gérer de l'argent. Souvent, lorsqu'elle faisait de la tontine, c'est parce que tu sais ce que c'est la tontine. Alors, c'est réceptionner de l'argent dans les familles, tout ça, dans les voisins. Voilà, c'est genre, en quelque sorte, on met de l'argent ensemble et puis on fait des projets en commun. On récupère ça à tour de rôle, un truc de ce genre. Okay. Donc, elle faisait de la tontine. Et excuse-moi, mais la tontine, c'est ça, c'est pour faire des projets en commun. Donc, on récupère l'argent pour ensuite créer quelque chose. C'est ça? Pas forcément. C'est pas forcément fait pour créer des projets en commun. C'est un peu comme mettre de l'argent dans ton compte d'épargne. C'est un peu le but de la tontine. Mais l'avantage avec ça, c'est que tu peux être le premier à recevoir cet argent. C'est-à-dire que si toi et moi, encore deux autres personnes, on décide de faire une tontine ensemble. Et moi, on décide ensemble que je serai le premier à toucher cet argent de la tontine. C'est-à-dire que si on décide de faire une tontine à hauteur de 100 euros, par exemple, c'est-à-dire que toi et les deux autres vont donner 100 euros. Ça va faire 300 euros. Et si je suis le premier à recevoir cet argent, je vais recevoir 300 euros du coup comme ça. Et je pourrai en faire ce que je veux faire avec. Si je veux faire un projet, je peux le débuter avec ces 300 euros sans crédit, c'est-à-dire sans intérêt. C'est en fait ça le but de la tontine. Donc, c'est ce genre de choses que ma mère faisait. Donc, elle avait reçu à cette époque-là quand même une somme assez intéressante. Hein. Et elle m'avait demandé de garder cet argent. Tu vois, elle m'a juste donné garde. À chaque fois qu'elle faisait la tontine, elle recevait de l'argent. Elle me donnait cet argent, garde, juste pour garder comme ça. Et du coup, ça a mis en moi cet esprit de confiance. Je me dis, mais pourquoi elle me fait confiance avec autant d'argent? Et moi, j'étais vraiment jeune, hein. J'étais 5e, 6e, les trucs de ce genre. Même elle me faisait déjà confiance avec autant d'argent. C'était vraiment beaucoup d'argent, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre l'importance de l'argent. Parce que souvent, en Afrique, lorsque quelqu'un reçoit la tontine, c'est une cérémonie. Hein. Genre, vous venez vous fêter et tout, vous mangez. C'est une cérémonie. Et la personne récupère l'argent et puis on espère que cette personne va utiliser cet argent à bon escient. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai appris à gérer l'argent, plutôt sans le savoir, quoi. Donc quand tu avais tout cet argent et tu devais le garder,
Ok, tu faisais juste ça, tu le gardais au... Garder seulement, mais j'utilisais pas ça. Après, je devais Ouais. rendre cet argent à ma mère. T'étais comme le gardien du coffre-fort, en fait. Voilà. Mais c'était juste pendant un moment, c'était juste peut-être pendant une journée. Ok. Elle vient me donner l'argent, garde-moi ça pendant une journée, après, je devais lui rendre cet argent après. Mais rien que ce geste-là, Ouais. garde cet argent, a mis en moi cette confiance vraiment. Je me suis dit, mais pourquoi elle me donne autant d'argent? Pourquoi elle me fait confiance avec son argent? Elle t'a dit pourquoi? Tu lui as Non, elle posé m'a la jamais question? dit, je lui ai même jamais demandé pourquoi. Il faut que tu lui poses la question, alors Ouais, peut-être. ça, c'est une bonne idée. Bah oui, parce que Ouais. peut-être qu'elle avait, toi, en tant qu'enfant, tu te poses la question, mais peut-être que elle, vu qu'elle est adulte, elle savait que en te donnant l'argent, elle allait faire germer en toi l'esprit un peu peut-être de entrepreneur ou de gestionnaire. C'était peut-être pas fait exprès. Non, je pense que c'était peut-être au contraire, c'était fait exprès. C'est Tu lui poses possible, la hein. question pour que tu t'habitues à gagner de l'argent. C'était peut-être sa moyen un message caché. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais, pose-lui la question, je pense que Je vais ça peut être poser cette intéressant. question. Ouais. Ouais. Et ouais, c'est marrant ça. Donc alors, donc gestion financière, donc tu l'as vu un peu ces exemples de personnes qui avaient du mal à gérer leur argent et qui ont réussi avec tes conseils, à se reprendre, à se remettre en main, à créer de la valeur. Est-ce que tu l'as vu, ce changement Ouais, de ouais, situation? j'ai eu beaucoup de cas. Je vais te prendre l'exemple d'une femme. Ouais. Bon, là, c'est pas un exemple typique, mais c'est quand même un exemple intéressant. C'est une femme qui vit en Côte d'Ivoire, tu vois. Elle, c'est une commerçante, hein, c'est une commerçante. Mais son problème était que elle ne savait pas faire la différence entre son commerce et sa vie personnelle. Mhm. C'est-à-dire que lorsqu'elle vendait sa marchandise, s'il y avait un besoin à la maison, elle allait puiser dans les caisses de son commerce. Donc, elle n'arrivait pas à faire vraiment la différence entre le business et la famille. Alors, elle est venue me voir, elle m'a exposé son problème. Et ensemble, on a diagnostiqué le problème. On a mis en place un plan pour qu'elle puisse en sortir de ces difficultés-là. Parce que pour elle, c'était compliqué. Quelqu'un vient l'appeler, il y a un problème familial, elle va puiser dans les caisses de son entreprise. Il y a un problème à la maison, elle règle ça avec les caisses de son entreprise. Elle n'avait pas de salaire. Donc, elle vivait comme ça. Du coup, on a mis un plan en place pour qu'elle puisse faire la différence entre son projet, son business et sa famille. Elle devait se payer un salaire à partir d'un. On s'est fixé une date ensemble. On s'est fixé aussi un montant qu'elle devait se payer chaque fin de mois pour qu'elle puisse faire la différence entre sa famille et son business. Parce que le business, c'est pas la famille, et la famille, c'est pas le business. Alors, si tu confonds les deux, bien ce qui est sûr, c'est que tu vas pas faire l'enfant en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est un exemple vraiment simple euh, qui illustre en fait qu'il y a des gens qui ont des problèmes financiers. Il y a des gens qui ne savent pas vraiment comment gérer certaines situations financières dont ils sont confrontés. Il y a aussi des personnes qui viennent me voir, ils ne savent pas où est-ce que va leur argent. Oh, mais j'ai reçu mon salaire, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour dépenser ce salaire-là. C'est pas encore la fin du mois, hein. C'est-à-dire, sont au milieu du mois, ils ont reçu leur salaire, on va dire le premier du mois. Le 15 du mois, ils n'ont plus rien. Et ils ne savent pas comment ils ont dépensé leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment faire un budget. Ils ne sont pas organisés. Donc, ce sont ce genre de thématiques-là que moi j'aborde avec des personnes qui me contactent et aussi avec mes abonnés, pour qu'ils puissent réaliser en fait que avec une meilleure organisation, en faisant tout simplement un budget, ils peuvent arriver à mieux structurer, à mieux gérer leurs finances. Ça a donné quoi, donc, cette commerçante et après avoir suivi tes conseils, qu'est-ce qu'elle en est devenue, en fait? Alors, mais si je te montre tes messages, elle me remercie tous les jours. Oh. Tous les jours, elle me remercie. Mais on s'appelle souvent, hein. On s'appelle et puis ce qui est intéressant avec cette commerçante, c'est que à chaque fois qu'on fait quelque chose ensemble, elle vient me faire un feedback. Mm. Voici ce que j'ai fait, voici. Elle me fait toujours un feedback. Elle m'explique ce qui s'est passé après. Tu vois? Et même encore aujourd'hui, elle m'a juste dit bonjour. Bonjour, monsieur, passez une bonne journée. Parce qu'elle est tellement reconnaissante que elle dit que je l'ai sauvé sa vie, quoi. Si je lis si j'ai son contact là, si je vais dans ses messages, je vais dire waouh.
Et c'est tout ce genre de choses-là qui me motive encore davantage d'aider les gens. Et rassure-toi, j'ai aidé cette personne gratuitement, Ouais. sans demander un centime, tu vois. Et juste en lui donnant des ajustements à faire, Oui, alors qu'elle est dans le business, elle n'arrive pas à comprendre, à faire ce lien entre, enfin, c'est plutôt cette séparation entre business et famille. Tu lui as donné ses conseils et tout de suite, bam, ça l'a transformé là. on a aussi fait un travail d'éducation financière ensemble. Ok. Parce que c'est une conversation, on a eu des sessions, en fait. C'était un accompagnement que j'ai fait Ouais. avec elle, mais gratuit. Voilà, parce que la personne est venue me voir un peu en détresse et tout. Et puis moi, j'avais envie vraiment d'accompagner cette personne-là. Ouais. Et j'étais aussi un peu nouveau dans le domaine, donc je suis allé je me suis dit pourquoi ne pas aider au minimum 50 personnes gratuitement pour voir comment ça se passe. Mhm. Tu vois? Donc c'était un peu mon défi à moi. Et cette dame-là faisait partie de ces personnes-là. Et t'es toujours dans ce défi à vouloir aider les 50 personnes ou t'es arrivé au bout du Non, défi là? mais j'ai déjà aidé plus de 100 personnes. Hein. Ok. J'ai déjà aidé plus de 100 personnes. Alors on va arriver donc comment tu as réussi à atteindre ces 100 personnes? C'est en passant par les réseaux sociaux, c'est ça? Comment tu as Oui, réussi à tout ouais, simplement les réseaux sociaux, TikTok, Facebook. vas-y Donc ben j'ai posté et ça avait commencé comment là? J'ai posté d'abord des vidéos simples sur l'éducation financière, comment faire un budget. Je parlais, je donne des conseils aux gens. Après un jour, j'avais juste mis j'avais fait une vidéo comment économiser de l'argent. C'est une vidéo vraiment simple. Hein. Comment économiser de l'argent tous les jours. Très simple. 1 million de vues. Wow, je dis waouh. Simple vidéo. En fait, souvent, on ne réalise pas, mais ce sont les vidéos les plus simples qui qui réussit. fonctionnent. Vraiment, si tu vois la vidéo, ça n'a rien d'extraordinaire. Explique un peu cette vidéo alors explique un peu. Non, mais je sais pas si je peux c'est une Non mais vidéo je vois vraiment, juste hein. dis dans les grandes lignes comment elle est la vidéo, comment Non, mais la vidéo, c'est juste comment épargner tous les jours. Le lundi, tu épargnes 100 euros. Le mardi, tu épargnes 200 euros. c'est Voilà, une c'est juste vidéo comme ça par avec des semaine. écritures. Ouais. Voilà, avec des écritures, tu vois. Je parle pas. Et cette vidéo a fait plus d'1 million de vues. Et ça n'a pas seulement fait 1 million de vues, mais le nombre de commentaires qu'il y a eu dans la vidéo, c'est-à-dire que les gens étaient actifs. Ouh. Ils commentaient vraiment la vidéo. J'ai dit, waouh, les gens s'est intéressés par ce genre de choses. J'ai dû produire beaucoup plus de ce genre de vidéos. Après, j'ai continué. Après, il y a même des gens qui posaient des questions. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je ne vais plus me casser la tête à réfléchir sur le genre de vidéo que je vais publier. Je vais tout simplement répondre aux commentaires de mes abonnés. Ok, bah, on en arrive au point où que je voulais aussi te faire parler, c'est comment percer sur les réseaux sociaux. Parce que comme tu dis, tu t'y es mis il n'y a pas longtemps et tu fais une vidéo qui fait 1 million de vues, qui fait en plus des interactions, donc les gens commentent. Est-ce que tu peux donner un peu des pistes, comment, voilà, ton Bon, état d'esprit bon, sur les réseaux il faut sociaux? dire que je ne suis pas un expert des réseaux sociaux, mais Ouais, mais je vais parler selon mon expérience, bien voilà, sur évidemment. l'auto-espace, parce que là, tu as quand même une expérience qui est quand même. Ouais. Euh, En fait, moi, ouais, bon, je me suis pas lancé. Je me suis lancé sur TikTok par hasard. ok. Ça, Vraiment c'était il y a par combien hasard. de temps, ça? Parce que mon objectif, c'était de me lancer sur YouTube. Et Et ça, après, c'était il y a moins d'un an, ça. Ou c'était en février dernier. février dernier, ok. Ouais. Février 2023, donc ouais, quasiment. 2023, ouais. Euh, C'était en février 2023. Donc, je voulais me lancer sur YouTube. Et Ok. en regardant les vidéos sur YouTube, etc., il y a une dame, j'oublie le nom en tout cas, elle disait que vous pouvez faire vos vidéos sur TikTok parce que là-bas, ils ont une application qui vous permet de faire les vidéos facilement avec voilà, on appelle ça un montage Ouais. dynamique, etc. Et puis les poster sur YouTube. Parce que moi, je ne m'y connaissais pas dans le montage vidéo, tu vois. Donc, il fallait que j'apprenne encore les logiciels de montage et tout ça. Je me suis dit, OK, bon, je vais aller créer mon TikTok, je vais créer mes vidéos là-bas et ensuite, je vais les poster sur YouTube. Ouais. Ça, c'était ça l'idée, tu vois. Donc, je suis allé sur TikTok, j'ai commencé à créer des vidéos. Quand je crée une vidéo, je poste sur TikTok. Mais après, en fait, l'objectif, c'est pas de TikTok, tu vois. Je postais juste comme ça, mais pour après mettre ça sur YouTube. Mm. Et au fur et à mesure, c'est évolué. Après, je commençais à m'intéresser sur TikTok, sur la plateforme. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, mais je ne passais pas le temps par hasard, bien évidemment. J'étudiais la plateforme. Parce que moi, je ne fais pas les choses par hasard.
J'ai commencé à étudier la plateforme et tout. Après, j'ai vu, en fait, ce qui pouvait marcher et ce qui ne pouvait pas marcher. Explique un peu, alors. Par exemple, j'avais vu une vidéo d'une Américaine qui disait, lorsque tu postes des vidéos sur TikTok, essaie de voir ce qui fonctionne pour toi. Tu regardes les horaires, par exemple. Donc, j'ai essayé un peu de voir quels sont les horaires qui marchent pour moi, quel est le genre de vidéo qui marche pour moi. C'est la durée. Donc, j'ai commencé avec les vidéos d'1 minute. Après, j'ai vu que ça ne prenait pas. J'ai fait 30 secondes, ça ne prenait pas. Donc, je suis toujours descendu. J'ai testé un peu tout. Après, je suis tombé à un genre de vidéo qui marchait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marchait. Et du coup, je suis resté sur ce modèle-là. C'était des vidéos de soit 8 secondes, soit 16 secondes, soit... Voilà. En tout cas, moins de 8 secondes, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai testé un peu toutes ces genres de choses-là. Et après, comme ça a commencé, les gens commençaient à s'intéresser. Et voilà, quoi. C'est un peu ça. Donc, tu commences à comprendre. Au début, tu es dans une phase de test. Tu testes un peu les trucs, 1 minute, tu dis, ouais, non, pas, ça fonctionne pas beaucoup. 40 secondes, ça fonctionne pas. Tu dis, ah, 8 secondes, c'est un peu mieux. 8 secondes, 12 secondes, c'est bien. Donc, comment tu le vois? C'est-à-dire que sur 40 secondes, tu avais quoi? 500 vues. Et quand tu as mis 8 secondes, tu es passé tout de suite à 100 000 vues, 200 000 vues. C'est ça, en fait. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi parce que j'ai testé beaucoup de choses. J'allais aussi beaucoup en live sur TikTok parce que je voulais voir si les lives aussi peuvent prendre, quel genre de live il faut faire, etc. Mais avec moi, je faisais des lives, ça prenait et j'avais réalisé. En fait, quand je fais des lives sérieux sur la finance, 10 personnes, 20 personnes qui viennent. À un moment donné, j'ai dit, OK, je vais un peu changer le style de live. J'ai fait des lives sur la politique. Je t'ai dit qu'il y avait 1000 personnes sur mon live. J'ai dit, oh, j'ai fait un live sur la politique, mais je parle de la finance. Comment il y a 1000 personnes sont venues sur mon live? Et des personnes actives, c'est-à-dire, ils voulaient participer à l'émission. Excuse-moi de te couper. Quand tu fais le live, c'est-à-dire que tu l'annonçais au début, tu leur disais mercredi. Non, pas d'annonce. Comme ça, tu mets boum, tout de suite un live et il y a écrit politique. Mais non, mais j'ai remarqué que quand tu fais les lives, lorsqu'il y a une image derrière, tu vois, genre une description, quelque chose qui se passe, tu vois. Parce qu'à l'époque, je pense que c'était le problème du Niger, un truc de ce genre. En tout cas, c'était un problème africain. Niger, coup d'État, un truc de ce genre, quoi. Donc, j'avais mis une image derrière et tout. Donc, les gens se retrouvent facilement, tu vois. Et boum, ça a pris. J'ai fait peut-être 2 lives comme ça. Bah, après, j'ai dit, bon, ça, c'est pas trop mon domaine, quoi. Je suis en train un peu de m'éloigner de mon objectif ici. Mais sinon, ce sont des petits tests comme ça que moi, je faisais. Et que je continue de faire parce que c'est pas encore terminé. Continue de faire ce genre de tests-là. Je teste des lives, je teste des vidéos, je teste des vidéos d'1 minute. Est-ce que ça marche? J'ai récemment lancé une vidéo d'1 minute, ça ne marche pas. Pourquoi? Tu vois? Parce que chez toi, une vidéo d'1 minute peut marcher et chez moi pas. Donc ça dépend vraiment. Je sais pas ce que TikTok fait, mais c'est comme ça. Comment tu vois qu'une vidéo, elle marche? Comment tu l'analyses? C'est en termes de vues. Pour toi, une vidéo qui marche, elle doit faire combien? 10 000 vues minimum? Elle doit faire combien? Si c'est 2000 vues, pour toi, c'est bien déjà? Bon, à l'heure actuelle, je saurais te dire exactement ce que c'est une vidéo qui marche. Parce qu'en ce moment, j'ai des vidéos d'1 million de vues, j'ai des vidéos de 500 000 vues, j'ai des vidéos de 2000 vues, par exemple. Mais dans les débuts, pour moi, une vidéo qui marche, une vidéo qui a une viralité. C'est-à-dire ça a plus de 100 000 vues. Pour moi, c'était une vidéo qui marche. Mais à l'heure actuelle, je ne m'occupe plus trop des vues. Tu vois. Mais à l'époque, pour moi, j'avais l'objectif d'au moins d'atteindre 100 000 vues. Pour moi, ça devait être... je considérais ça comme une vidéo vraiment qui a cartonné. Aujourd'hui, pourquoi tu ne considères plus les vues? Pourquoi c'est plus ton objectif? Parce que mon focus n'est plus sur les vues, mais plutôt sur l'engagement. Ok. Les commentaires, les partages. Les commentaires, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est plus important que les vues. Parce que pour moi, c'est plus important d'avoir des personnes qui sont là et ils commentent, ils sont là avec toi, plutôt que des personnes qui regardent mais ne disent rien. Tu vois? T'en faisais quoi de toutes ces vues? Par exemple, quand tu fais 1 million de vues comme ça, qu'est-ce que tu en as fait avec? Parce que c'est quand même Voilà, on va dire, c'est le nouvel, ils appellent ça le nouveau trésor, c'est d'arriver à capter l'attention des gens. Voilà. Qu'est-ce que tu en as fait de ça? Rien. Rien? Malheureusement, rien. Je ne les ai même pas lancé sur une landing page, capter les emails. Ouais. C'est justement ça. Malheureusement, rien. Parce que j'étais dans une phase de test.
J'ai envie de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ouais. Donc, mon objectif, c'était pas de vendre un produit derrière. Tu vois? Ça, c'était vraiment pas dans mes objectifs. Mon objectif, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Je veux comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je veux, je veux que ça fonctionne. Je veux comprendre ce qui marche. Et c'est vrai que ce sera intéressant d'avoir un produit derrière. Mais moi, à ce moment-là, j'avais aucun produit que je proposais. Parce que tu aurais pu au moins les capter leur email, tu vois, même si le projet n'est pas encore fait, mais leur dire écoutez, si vous voulez que je vous accompagne ou que je vous donne des conseils sur la finance de manière un peu plus poussée, que je vous coach, inscrivez votre email, par exemple, à telle adresse, tu prends leur email et au moins tu sais, bah, toi qui voulais l'engagement, au moins tu sais déjà, tu as des personnes qui sont un peu plus engagées et ensuite, après, par la suite, avec les emails, tu peux les envoyer sur des futurs accompagnements, sur tes produits. Mais au moins, tu as déjà les emails, tu vois, tu as déjà leur contact. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. J'aurais dû faire ça. Mais comme je te disais, mon idée, c'était pas vraiment ça dès le départ. Ouais. Mais bien évidemment, dans le futur, on va voir comment on va essayer de maximiser lorsque on a encore la chance d'avoir cette viralité-là. Bah, on arrive à la dernière question. Alors, tes projets futurs, ça va être quoi là? Un projet futur, je vais créer une nouvelle page YouTube. Et dans la nouvelle page YouTube, je vais publier beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat. Mais c'est pas moi-même. Ce sera moi dans les vidéos, mais je vais inviter beaucoup d'entrepreneurs qui vont partager leur expérience, leur parcours et les difficultés qu'ils ont rencontrées durant leur parcours, etc. Donc, ce sera vraiment complémentaire avec les vidéos que je propose actuellement. Parce qu'en ce moment, je fais des budgets, je parle de finances. Il y a souvent des gens qui me demandent, OK, bon, maintenant, on sait gérer notre argent, qu'est-ce qu'on fait? Comment investir notre argent? Ou encore, comment créer un petit business à côté? Donc, maintenant, avec les entrepreneurs que je vais inviter, ce sera l'occasion pour eux aussi d'identifier un peu les niches qui pourraient les intéresser. Ok. Là, c'est pas mal. Comme ça, tu trouves un peu des. Ça te donne un peu des sujets. En fait, les gens, comme tu disais, avec leurs commentaires, tu n'as même plus besoin de chercher de sujets. C'est eux-mêmes qui te les donnent, en fait. Ils te donnent exactement ce que tu dois faire. Exactement. Ouais. Tu n'as même plus besoin de te creuser la tête. Tu vas faire le sujet, tu sais que ça va marcher parce que la personne t'a posé la question. Parce que la personne m'a posé la question. Ça, c'est un bon conseil, ça. Ouais, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres conseils encore à partager un peu pour les personnes qui regardent et avant qu'on conclue le podcast? Et bon, le conseil que j'ai à vous donner, croyez en vous. Lorsque vous vous lancez dans un projet, allez-y à fond. Ouais. N'abandonnez pas. Ça va forcément marcher. Voilà. Je pense que ça va forcément marcher si vous vous y mettez vraiment à fond. Et si vous analysez, vous vous lancez pas seulement pour vous lancer parce que vous voulez vous lancer. Mais il faut vraiment analyser ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui pourrait marcher. Et donnez-vous à fond, quoi. Et ça va marcher. Et beaucoup d'analyse aussi, parce que toi, tu t'es donné à fond, mais aussi tu as fait l'effort d'analyser ce qui se passe. Tu n'es pas resté que à poster, tu as testé pas mal de choses aussi. Moi, je pense que c'est là où il faut que je travaille, c'est de tester, d'avoir l'audace de changer un peu mon fusil d'épaule. Parce que, par exemple, les lives, j'ai jamais testé. Je me dis, ouais, j'ai pas encore assez d'abonnés pour sortir sur un live, quoi dire, tout ça. C'est peut-être des pensées limitantes. Des fois, il faudrait que je me lance et voir ce que ça donne, quoi. Au bout d'un moment, et que comme ça, je vais pouvoir savoir, quoi. C'est que comme ça, que tu pourras savoir. Ouais. Attends, en moins d'un an, tu as réussi à faire 1 million de vues. C'est beau, quoi. Comme quoi, ça montre que même ton parcours, tu vois, tu es allé en Chine, tu es allé en Allemagne, tu as fait l'effort d'étudier. Enfin, tout ton parcours montre que tu es une personne qui aime un peu l'aventure, qui a l'audace d'aller au bout des choses, quoi. C'est bien, c'est beau. Merci. Bon, bah, c'était ton histoire. Merci à toi, Juste. D'ailleurs, juste le Bantou, c'est un pseudonyme, ça veut dire quoi en fait derrière En fait, c'est juste le livret du Bantou. Ok. Tu vois, sur mes plateformes YouTube, Facebook et TikTok, c'est le livret du Bantou. Le Bantou, tu vois. Bantou, c'est un peuple. Okay. C'est un peuple qui est situé en Afrique centrale et du Sud. Donc, moi, je suis Bantou. Alors, donc, moi, j'ai voulu tout simplement avoir un livret là où je partage mon histoire, où je partage mes conseils, là où voilà, j'essaie d'aider les gens sur beaucoup de sujets comme la finance personnelle, l'investissement en bourse, le mindset, l'entrepreneuriat. Et c'est dans ce livret-là
que voilà, que j'espère que les gens deviendront une meilleure version d'eux-mêmes. Ah bah, je pense que ça va être un beau projet là de nous faire parvenir ce livret là. Ça va aider Ouais, beaucoup de ça, monde. Inch'Allah, ça va venir. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner et à suivre juste le livret du Bantou. Je mettrai, si tu mets ta chaîne YouTube, je la mettrai dans le, c'est même pas sûr, je vais la mettre dans les commentaires dès que t'as le nom de ta chaîne, je la mets dans la description. Et merci beaucoup à toi. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Insta, tout ça? Sur TikTok, Facebook et YouTube, Insta pas encore, Ok. parce que j'ai décidé de me lancer d'abord sur 3 plateformes. Faut pas faire trop aussi, Ouais. faut pas en faire trop. C'est le livret du Bantou, le comme L-E, livret Livret, du D-U et Bantou, B-A-N-T-O-U, voilà, le livret du Bantou. Bantou. Ok. Ouais, B-A-N-T-O-U. Ça marche. Bah, je le mets juste là. Le livret du Bantou. Parfait. Voilà, exactement. Merci beaucoup à toi. Merci à toi et merci pour ton invitation, ça fait plaisir. Avec plaisir en tout cas. Allez, bye bye. Bye.